Bonjour à tous. Nous avons la chance de recevoir une deuxième fois Elena, qui nous vient donc depuis il y a très longtemps de Russie et qui a été victime progressivement en France d'un harcèlement en réseau et d'armes à énergie dirigées sans qu'on comprenne véritablement pourquoi la bande, la secte, enfin comme on voudra l'appeler, l'a prise dans ses filets, mais ne la lâche plus d'une semelle. Nous avions, il y a quelques jours, réalisé un interview, mais nous avons été scientifiquement sabotés par les gens d'en face qui disposent de moyens énormes, comme chacun ici le sait, mais il paraissait intéressant de demander à Elena de nous dire par rapport à l'interview précédente ce qui a évolué, ce qu'elle a fait au privé, d'un point de vue familial, d'un point de vue technologique, parce que nos chers amis d'en face ont évolué. Voilà, Elena, donc je vois que votre micro est coupé, mais je vous laisse la parole. Et bonjour à Docteur Couvreur, bonjour à toutes les personnes de bonne volonté qui nous regardent. Euh, je vais déjà légèrement prendre le temps pour me présenter. Euh, je suis Elena, j'habite en France depuis 1995. Je suis venue en France après avoir fait connaissance dans mon pays natal avec mon futur mari. J'ai deux enfants. Euh, je n'ai jamais pensé venir dans un pays étranger. J'étais bien chez moi. Je suis quelqu'un qui aime son pays natal. Donc, j'étais très bien. J'avais tout ce qu'il me fallait. J'avais un bon travail, beaucoup d'amis. J'avais mon appartement, ce qui est peut-être très important aussi à préciser. On vient pas toujours pour l'argent en France parce que j'ai quand même quelques personnes autour de moi qui m'ont signalé qu'ils ont fui la misère pour épouser les Français. Ce n'était pas mon cas. J'avais une très bonne vie dans mon pays natal. Euh, Et je viens justement exprès je suis venue en France exprès pour l'épouser. Ce n'est pas pour les études ni pour le travail. Après 2 ans de connaissance, je suis venue ici parce que décidé de l'épouser finalement. Euh, donc, ce qui est changé depuis notre dernière interview, c'est un peu difficile à cibler parce que dans le cas où on est victime de l'harcèlement hors commun qui s'appelle électromagnétique, mais c'est une agression radioélectronique euh, quasi 24 sur 24. Euh, Qu'est-ce qui peut changer? On est toujours sous l'harcèlement, sous cette agression, autant technologiquement que physiquement, de la part des personnes qui nous entourent, pas entourage proche, bien évidemment, mais toutefois par-ci, par-là, notamment en ce qui me concerne. Je suis agressée assez régulièrement dans les grandes surfaces, enfin, dans les magasins, mais surtout dans les grandes surfaces, surtout à la caisse, où de façon très agressive, les vigiles peuvent s'approcher et demander, regarder mes sacs, notamment dans Carrefour. Carrefour, c'est quelque chose, je ne sais pas si dans d'autres On peut faire une grandes petite pause surfaces. ici, Elena, si vous voulez, parce que ça, c'est un peu nouveau. On connaît les flics, on connaît les médecins, on sait que quand vous avez une fiche avec une coche euh, individu ciblé, ben vous allez être ciblé par tous les corps de métier, je dirais. Mais ici, c'est la première fois que j'entends que même les vigiles ont accès à votre dossier, puisque ce n'est pas sans raison qu'ils vous harcèlent à la caisse. Ils ont donc des informations en temps réel, probablement par leurs oreillettes ou je ne sais quoi, que vous êtes un individu qu'il faut
surveillé. Donc, c'est même les services de gardiennage privés sont de la partie. Je vous ai interrompu, mais je vous en prie pour continuer. Oui, je pense qu'ils n'ont pas spécialement euh, quelconque information qui nous concerne. Je pense qu'en temps réel, euh, ils sont approchés par quelqu'un, par les structures qui gèrent notre dossier, euh, notamment les services secrets, je ne sais pas, les généraux, renseignements généraux, ou DGIC, DGSE, moi je ne sais pas. D'ailleurs, on nous reproche quand on se plaigne et on se dit euh, qu'on ne connaît pas la structure qui gère ce dossier. On dit que ça se passe dans notre tête, mais on ne peut pas savoir parce que c'est secret défense. C'est tenu secret défense. C'est le Conseil d'État qui est au courant quelle structure gère ce dossier. Il paraît ce secret défense classé sous le nom de Ruby. À partir du moment où on ne connaît pas, mais on sait très bien que notamment les vigiles peuvent être approchés par ces structures-là qui nous surveillent ou pas. Euh, Ils s'approchent, ces vigiles, des mois, et ce n'est pas la première fois, c'est passé récemment, il y a quelques jours, toujours dans le Carrefour. Euh, On s'arrête sur Carrefour si vous et, voulez bien. Important, important Carrefour, puisque Carrefour est possédé, enfin géré par Monsieur Bompard, qui a été cité par Aurélie Ganga comme son violeur en 2005. Monsieur Bompard est également, comme cul et chemise avec Israël, puisqu'il fournit de la nourriture à cette charmante armée israélienne qui écrase les très méchants Palestiniens. Monsieur Bompard est l'époux de Madame Charlotte Cobel, qui est, on peut le dire, une intime de Monsieur Macron. C'est important parce que je pense que Carrefour vigile et vous, c'est pas un hasard, quoi. euh, oui, peut-être ça. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont d'accord, ils donnent leur accord pour participer, et il y a ceux qui ne le font pas tout court. Hein. Donc, à Carrefour, ils sont d'accord. C'est ce que j'ai remarqué parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le seul centre commercial de Carrefour euh, où je suis agressée. Ils sont différents dans différents quartiers, mais c'est toujours la même grande surface où les vigiles peuvent s'approcher de façon mais agressive et commencent à crier tout de suite. Pourquoi je suis passée exactement par là, que je montre les sacs grands ouverts, etc. Et il ne reste pas seul parce que quand on est étonné de cette approche agressive et violente au niveau psychologique, hein, je veux dire, c'est très violent. Je n'ai jamais vu que quelqu'un d'autre soit approché de la sorte. Moi, je suis une femme tranquille qui fait ses sacs à la caisse, etc. Donc, et tout à coup, quelqu'un qui m'agresse en criant, en secouant les bras pour attirer l'attention, j'imagine, des gens qui m'entourent pour au moins de cette façon me calomnier. C'est une façon dissimulée pour émettre les calomnies, pour que les gens retiennent mon visage qui est, etc. Euh, mais d'après comment c'est passé à plusieurs reprises, comme je disais, dans les centres commerciaux différents, mais toujours Carrefour, le vigile ne reste pas seul. Et au bout de, quand on s'étonne de cette approche, on est un petit peu plus que choqué, moi je dirais. Et bien évidemment, on pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mais et c'est en ce moment-là que le vigile, ou les vigiles, comme je dirais, disais dans les différentes surfaces, grandes surfaces, euh, commencent à crier, oui, je vais appeler les gendarmes, ou je vais appeler la Voilà, police, c'est ça. Elena, je vais appeler.
Ça, on va s'arrêter là, hein, parce que Madame Cobel, donc qui a été ministre de Macron, dépend de Madame Cobel une juge qui s'appelle Madame Madeleine Sanchez et qui s'occupe de harceler la petite fille de d'Aurélie Ganga. Je dis tout ça parce qu'on revient toujours à Carrefour et aux mêmes méthodes. Et chez vous, il est évident que c'est de la provocation destinée à ameuter les gens, à ameuter les flics qui eux-mêmes sont dans le système, qui vont vous envoyer directement ou en psychiatrie. Voilà. Oui, tout est lié, bien évidemment, dans cette méthode d'harcèlement pour dissimuler ces méthodes très agressives. Euh, il calomnie les gens pour ensuite les interner d'office, notamment, soit menacés. Donc, il y a, ou pour créer le dossier, parce qu'il y a des témoins qui sont un faux témoins, mais il y a aussi les gens qui croient tout à fait à toutes ces structures qui participent à l'harcèlement, mais qui sont officielles. Ils sont censés de protéger les populations, donc les gens qui croient à 100% sans connaître le fond des soucis. Euh, donc, ils créent dossier petit à petit. Ça m'est arrivé d'ailleurs il y a plusieurs années lire mon dossier parce que j'avais l'occasion de l'ouvrir à ce dossier. On m'a donné, hein, parce que c'est gardé dans les archives. Toutes les fois, j'ai eu l'accès. Euh, il y a calomnie sur calomnie dans ce dossier. Ça s'appelle dossier à charge. Dans ce dossier, les gens que je connais donnent euh, soit opinion, soit des faux faits pour noircir mon image. Notamment, il disait que je suis venue en France pour faire mes études, je suis tombée sur mon ex-mari et l'épouser. Mais je ne suis pas venue pour études, c'est lui qui est venu en Biélorussie où j'habitais à l'époque pendant 2 ans avant que je donne mon accord de venir en France. Ça, c'est une chose. Ou par exemple, quelqu'un que je connais aussi dit dans ce dossier que euh, je suis quelqu'un qui demande toujours aux autres de aider, de faire quelque chose, que je suis incapable, par exemple, amener en voiture quelque part, etc. Mais j'avais ma voiture, mon Citroën Évasion, 7 places, une grande voiture où les autres pouvaient se placer pour que je les déplace aussi, et ce que je faisais de temps en temps. Euh, je n'ai pas eu besoin de demander à quelqu'un de me conduire quelque part. Donc c'est faux complètement. Et c'est une femme que je connais. C'est ce que j'allais vous demander, Elena. Ici, de nouveau, une petite pause. Donc, on voit que des Judas dans votre environnement ont peint de vous une caricature noire. Est-ce que vous avez l'impression que ces gens qui vous trahissent, qui sont quand même dans votre environnement, l'ont fait sous pression pour obtenir quelque chose de l'État, de l'argent? Quelle est votre impression? Ce n'est pas une impression. Quand j'ai lu ça, j'ai téléphoné à ces personnes-là. D'abord, ils n'ont pas voulu me parler, mais je fais de la sorte qu'ils me répondent quand même. Et une de ces personnes m'a répondu, on nous a forcés. Voilà. Voilà était la réponse. D'accord. Quand on dit on nous a forcés, c'est évidemment bon, les services secrets, bien entendu, et que ce soit des médecins qu'on vient voir et qui tortillent du cul parce que ils font faire quelque chose qu'ils peuvent pas faire, soit implanter, soit donner des neuroleptiques, comme j'ai encore entendu récemment. Et puis, bon, à bout quand même, ils avouent qu'ils ont été forcés, mais par des gens qui visiblement ont des moyens de coercition très importants. Oui, tout à fait. Donc, euh,
en dehors de Carrefour, qui est un cas très intéressant parce qu'il lit beaucoup de choses et il lit à des témoignages de victimes, est-ce que vous avez aussi, en dehors des Judas, plus des faux derches plus ou moins coopératifs, dans le harcèlement en réseau, votre famille est impliquée aussi? Quant à ma famille, ils sont approchés, bien sûr, de façon différente, de manière différente, parfois de façon dissimulée, juste pour laisser flotter une idée en balançant des phrases, par exemple, ou carrément pour parler de moi, comme quoi je suis une personne n'est pas en bonne santé mentale, par exemple. Oui, ma famille est approchée. C'est ça. Euh, voilà. Est-ce que vous pensez que votre famille est victime parce que il y a ce que j'appelle le phénomène de la tache d'huile, c'est-à-dire que vous êtes la première tache qui tombe sur la nappe, mais que cette tache s'étend au fur et à mesure aux amis, à la famille, qui eux-mêmes progressivement tombent dans les filets du harcèlement en réseau et des armes électromagnétiques. Donc, votre famille, on l'approche pour dire du mal de vous, mais est-ce que vous pensez intuitivement que votre famille est également victime de harcèlement en réseau dont ils ne se rendent pas compte et d'armes essentiellement de type psychotronique dont ils n'ont pas conscience? Eh bien, une scientifique russe, c'est donc un docteur en sciences juridiques, Galina Lozovitskaya. Elle a écrit plusieurs ouvrages en ce qui concerne cet harcèlement en russe. Ça s'appelle la terreur psychotronique. Euh, on peut envoyer d'autres noms comme harcèlement électromagnétique, etc. Elle a écrit plusieurs ouvrages. Et justement, euh, elle a dit que dès qu'il y a personne victime principale dans la famille, toute la famille est impactée d'une façon ou d'une autre. Je confirme. Pourquoi? Parce que la victime principale doit être isolée de la société et de la famille, c'est-à-dire que le réseau va mettre tout en place pour créer des conflits quelconques. Les familles peuvent être impactées autant par des messages subliminaux que technologiquement, etc. C'est-à-dire, voilà, de toute façon, aucune victime n'est pas passée, comment dirais-je, a été sauvée. Déjà. Est-ce que vous avez eu dans votre famille des déclenchements de colère absolument inattendus, improbables? C'est ça la technologie qui permet de déclencher une colère spontanée. Et justement, quand on est victime comme moi en phase ouverte de l'harcèlement, c'est-à-dire que les criminels ne se cachent plus et les victimes ne se doutent plus, mais par contre, la phase dissimulée où ils sont tentés, peut-être ils se posent la question, mais il ne faut pas comprendre ce que vous. Et bien évidemment, il y avait le long des années, euh, par-ci, par-là, les crises de colère. Effectivement, maintenant, je sais apercevoir la vraie colère. Bon, la vraie colère, on ne va pas pourquoi elle ne se passe Euh, pas. donc, vous disiez, donc, on parlait de la famille chez laquelle on déclenche des crises de colère euh, improbables. On sait que le rayonnement, je ne sais jamais si c'est 6,5 Hertz ou 7,5 Hertz, est celui qui a été utilisé à Kigali pour déclencher le terrible génocide qui s'y est passé. C'était des avions français militaires
qui inondaient la population de ce type de rayonnement qui met les gens dans un état de colère très avancé. Et là, on remonte quand même dans le temps à quelque chose comme 40 ans. Donc c'est une technologie qu'ils utilisent depuis très longtemps. Oui, il y a une information en Russie notamment. C'est vrai que là-bas, il y a beaucoup plus d'ouvrages, d'informations, des interviews des spécialistes, des scientifiques, des militaires. Euh, En France, il n'y a pas des gens suffisamment comme ça qui peuvent nous renseigner sur cette technologie. Il y a aussi aux États-Unis les gens qui parlent. Par contre, en France, c'est un tabou total. Effectivement, euh, cette technologie existe depuis très longtemps. C'était inventé encore dans les années 20 du siècle précédent. Du moins, c'était mis le début. Euh, Officiellement, hein. Après, peut-être, il paraît que ça existait même encore avant. Mais moi, je me m'arrête à la date de 1920, où, en Russie notamment, a été créé donc tout ce qui se passe avec la radio un peu avancée. Dès que les ondes radio ont été avancées, créées, pardon, donc cette technologie a déjà été mise en place. Euh, et plus largement dans les années 60, notamment en Russie dans les années 60. Euh, En France, je ne sais pas dans quelle année à peu près ça a commencé, ça a démarré. Oui, d'après les renseignements qu'on peut avoir, donc je vous dis, c'est quand même les Français qui ont fait ça à Kigali, donc on est dans les années 80. C'était quand même une technologie assez, on va dire, assez brute. Mais je pense qu'on peut dater du début des années 2000, le moment où les militaires français ont dit on va lever le voile éthique sur l'utilisation de ces armes, parce qu'un certain nombre de militaires n'étaient pas d'accord d'utiliser ces armes-là, et surtout pas contre des civils. Mais depuis le début des années 2000, cette barrière s'est levée. Alors on insiste quand même sur le fait, puisqu'on cite des gens, qu'en France, en tout cas, vous avez raison, le secret défense est utilisé à tort et à travers pour protéger essentiellement les corrompus, puisque le dossier d'une des filles, je pense, d'une des survivantes, je dis bien le dossier médical d'une des survivantes est couvert par le secret défense. On est dans un monde totalement surréaliste. Bon, la France est malheureusement un État totalitaire très avancé, mais je crois que la technologie a eu un gros coup de pouce début des années 2000. Et en France, pour parler très clair, qui est le maître d'œuvre de toute la technologie militaire barbouzarde? C'était avant Thomson CSF, mais qui était tellement inclus dans des histoires de corruption qu'on a cru bon de changer le nom en Thales. Et Thales ne se gêne pas, puisque ici en Belgique, Thales recrute des ingénieurs pour développer des armes à énergie dirigée. Donc je crois qu'il y a eu une inflexion au début des années 2000 où on est venu voir le pouvoir politique en disant si nous ne faisons rien, ben, ce sont les Russes et les Américains. Vous connaissez la chanson. Si c'est une saloperie, mais si on ne le fait pas, les autres vont le faire. Et à mon avis, c'est là qu'il y a eu un très sérieux coup de pouce. Prenons le cas de Frédéric Laroche. Ben, lui, il a été implanté dans son entreprise, dont on ne citera pas de nom, mais qui est à Grenoble et qui s'occupe beaucoup de nanotechnologie en rapport avec le milieu médical et en rapport avec le milieu militaire. Donc, on arrive effectivement dans des zones de début des années 2000. Toujours en Russie, en libre accès, il y a des brevets. Il y a aussi les brevets aux États-Unis qu'on peut lire, traduire en ce qui concerne toutes ces technologies. Notamment en Russie, il y a un brevet. C'est vrai qu'il est assez récent qu'on implante les nouveau-nés dans le nombril. Euh, Aussi, il y a une dizaine d'années, toujours en Russie, il y avait un reportage sur une chaîne centrale où les parents euh, ont été en désaccord. Ils ont créé une association pour exprimer leur désaccord
de l'implantation de leurs enfants à la naissance dans les maternités. Déjà, les mamans n'ont pas été prévenues. Bien évidemment, les enfants ne pouvaient pas donner leur accord. Donc, c'était la technologie, la méthode de l'implantation a été stoppée. Bon, d'après ce qu'on sait, après, est-ce qu'en catimini, les nouveau-nés ne sont pas implantés? Voilà. Oui, je pense que vous avez raison de dire en catimini, parce que je doute fort que ça n'ait pas continué. Et d'ailleurs, j'ai un témoignage des années 2000-2004 à Moscou où un individu a été ciblé par le militaire qui était son voisin pour développer cette technologie. Donc, il n'y a pas de doute. Tout à fait. Beaucoup les gens ne croient pas qu'ils sont implantés depuis longtemps, notamment dans les années 60, ceux qui sont maintenant adultes, mais d'autres ont déjà compris ou ont fait des examens différents pour la recherche, notamment d'implants, euh, parce que sans implant, ça me paraît un peu compliqué d'harceler autant. Euh, il n'est pas impossible, attention, les technologies sont très, très variées, mais toutefois, cibler point par point le corps d'une victime, il faut quand même avoir le point d'accès dans le corps pour y parvenir. Oui, Donc, c'était vrai, je pense, début des années 2000 encore, mais la technologie s'est raffinée et aujourd'hui, par la captation de l'électroencéphalogramme, ils peuvent agir de telle façon qu'ils perçoivent les fluctuations de la réponse cérébrale et ils peuvent injecter secondairement à travers le rayonnement électromagnétique des informations qui, si vous voulez, par un jeu d'aller-retour, permettent de cloner un individu dans une intelligence artificielle où là, il n'y a pas besoin d'un plan. C'est le cerveau lui-même qui est l'implant, si j'ose dire. Mais c'est vrai que l'implantation permettait, peut-être permet encore aujourd'hui, d'aller plus vite chez les agresseurs, mais elle n'est plus indispensable. tout à fait, mais c'est un procédé beaucoup plus simple de agir à travers un implant que de chercher les ondes cérébrales, détecter Oh, toutes les ça va très vite, ça particularités, va très vite. etc. Vous savez, Oui, avec un oui, je smartphone, vous sais. pouvez prendre l'empreinte électromagnétique d'un cerveau en 120 secondes. Donc ça, c'est pas très D'accord, compliqué. d'accord. C'est pas très compliqué. Non, c'est malheureusement cette technologie. On arrive directement, beaucoup plus maintenant, à la psychotronie, qui est le but final recherché, c'est-à-dire de transformer un individu en un zombie rien que par un aller-retour d'armes à énergie dirigée. Mais si vous voulez bien, on va revenir à votre harcèlement de manière plus concrète. Donc, quand vous alliez faire vos courses chez Monsieur Bompard, vous êtes harcelé par les vigiles. Vous pouvez nous dire aussi à la maison si c'est les voisins, si c'est les satellites, le courant électrique, ce que vous en pensez actuellement et surtout depuis notre dernière interview. Je vais citer quand même quelques exemples, euh, notamment un avocat belge qui travaille avec une association ICATOR. Il a fait ses études. ICATOR, c'est une association de défense des victimes de harcèlement électronique. Euh, il a fait ses études, il a bien regardé la technologie et il a fait sa conclusion que sans les voisins, l'harcèlement ne peut pas se faire. Ou sans l'installation proche d'un dispositif ou plusieurs dispositifs, l'harcèlement ne peut pas se faire. C'est-à-dire que carrément dans les logements des voisins, greniers, caves, etc. Et bien évidemment, il faut surveiller ces dispositifs. Donc, il y a bien quelqu'un aux alentours. Euh, aussi que criminologue russe Sergei Voroshilov
Il constate aussi, c'est un criminologue, c'est un scientifique, c'est un juriste, il constate la même chose que sans logement avoisinant, l'harcèlement n'est pas souffert. Euh, Toutes les victimes que je connais signalent, ou presque toutes, je ne vais pas dire à 100%, peut-être je ne connais pas tout, mais la plupart des victimes que je connais signalent que les voisins sont impliqués. Donc, ça coïncide quand même les témoignages avec les constitutions. Oui, vous avez raison. Euh, Mais j'ai en tout cas une exception en Belgique d'une victime qui n'a jamais été réellement victime des voisins et qui a directement été victime de la technologie de type satellitaire ou 5G, mais sous le contrôle direct de l'OTAN. Elle avait été vendue par un groupe de petites crapules qui travaillent dans l'environnement de l'école royale militaire, mais c'est effectivement le seul cas que je connaisse où il n'y a pas eu de réseautage de voisinage. Mais vous avez raison, dans l'immense majorité des cas, il y a des voisins. oui, il y a des vrais voisins sur lesquels était peut-être mis la pression. Peut-être ils étaient d'accord parce qu'ils croient à fond qu'il faut surveiller quelqu'un, hein, euh, et même torturer. Euh, mais peut-être les voisins ont été remplacés par des faux voisins, ce qui était mon cas dans une autre ville, dans un autre département où j'habitais dans un bâtiment de 5 étages et 4 entrées, et où j'étais seule avec deux personnes âgées. Donc, voyez-vous que c'est juste n'est pas possible que cela se passe. Cette personne a proposé à déménager donc, vivre seul dans un tel bâtiment, c'est quand même pose les questions, qu'est-ce qui se passe autour? Donc, les voisins sont toujours, dans la plupart des cas, excusez-moi, euh, présents dans l'harcèlement. Par contre, ce que je souhaite préciser, si les voisins ne sont pas impliqués directement, c'est-à-dire qu'ils ne harcèlent pas, ils ne viennent pas frapper à la porte, ils n'appellent pas les gendarmes juste parce qu'on leur a dit d'appeler les gendarmes ou la police, je ne sais pas, je parle de moi. Euh, S'ils n'agressent pas directement les victimes, cela dit que c'est il y a d'autres moyens, notamment à installer les dispositifs dans les logements avoisinants, notamment, euh, soit juste en face des fenêtres, par exemple. Euh, donc, il y a beaucoup de possibilités, mais il y a maintenant d'autres moyens. C'est les compteurs intelligents. Ça s'appelle la communication électrique. Et via ce réseau électrique, il est possible d'harceler également. Chez moi, par exemple, dans l'air, il y a l'électricité. Mes cheveux parfois se tiennent debout tellement l'air est rempli de l'électricité. Je n'arrive même pas à approcher la main vers le compteur parce que ça commence à faire mal, ça picote. Et il y a notamment la possibilité pour le savoir approcher un micro, un dictaphone ou téléphone simple, euh, d'enregistrer le fond sonore dans l'appartement et pour comparer à côté du compteur. Et il y a quand même la différence. Dans le compteur, on dirait quelqu'un qui habite, hein, tellement on peut entendre ces fréquences radio carrément parler, bouger à quelqu'un qui, on dirait, habite dans le compteur même. Mais non, c'est un dispositif qui transmet. Donc, mais il y a aussi tout le système électrique dans les murs qui passe, les prises, etc., d'où vient effectivement cet impact. Euh, Notamment dans mon appartement, il y a deux frigos, enfin deuxième, j'étais obligée d'installer parce que mon premier frigo a commencé à chauffer. Du jour au lendemain, il est devenu brûlant. Euh, et il n'est congelé plus.
Donc, j'étais obligée de mettre en route un petit congélateur pour déplacer ma nourriture. Il a fonctionné parfaitement bien 24 heures. Et tout de suite après, la même chose, il commence à se chauffer de la sorte qu'il ne congèle plus. Donc, voyez-vous que, et par contre, il y a beaucoup de gens euh, qui signalent justement qu'après l'installation de Linky, leurs objets ménagers, les frigos et autres, qui commencent à tomber en panne. Donc, effectivement, il y a la tension électrique qui est très forte, mais il y a peut-être aussi harcèlement attentionnel à l'égard de certaines personnes. Donc, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Mon téléphone portable, dès que je le branche pour charger, il devient brûlant. Donc, je n'arrive pas correctement à charger mon téléphone. Je suis obligée de le mettre au frigo pour se refroidir. Et aussi, dans mon appartement, ça fait plus chaud que dehors. Donc, ce n'est pas logique non plus dans mon appartement Oui, depuis. si on peut s'arrêter là juste une seconde, Madame Elena. Euh, on sent là, vous m'avez dit, l'appartement chauffe, et puis quand vous revenez, l'appartement est revenu à une température normale, puis rechauffe quand vous êtes là. Là, on a affaire à de la technologie, je dirais, brutale militaire. Bah, vous savez, celle avec laquelle on dirige sur les foules protestataires des rayons électromagnétiques qui brûlent la peau et qui dispersent les foules. Je pense que vous avez droit à une technologie extrêmement variée où il passe par le compteur, par le réseau, euh, très probablement les voisins directement aussi, mais probablement que vous avez droit à un gros dispositif vers chez vous de type dispersion militaire. Euh, oui, je ne peux pas le confirmer, je peux juste deviner. Pourquoi? Parce que maintenant, on installe les tours différentes hauteurs, de différentes compositions, parfois les certaines tours qui ressemblent à, au sapin de Noël, tellement il y a des dispositifs dessus. Pourquoi? Déjà, ça casse le paysage, euh, c'est, c'est laid comme installation dans les villes. Euh, Ensuite, euh, cela peut être aussi des canons acoustiques. Je parle avec ma euh, appréciation de ce que je vois. Pour moi, c'est un canon, hein, mais peut-être ça s'appelle exactement comme ça, je ne sais pas. Il y a des canons acoustiques, il y a toutes sortes de dispositifs qui peuvent justement impacter. Il y a, par exemple, quand je passe devant une tour parce que je n'ai pas de choix et je dois passer à côté, euh, j'ai le pouls cardiaque qui s'augmente tout de suite et dès que je m'éloigne, le pouls devient normal. Et pas que ça, bien évidemment, il y a d'autres impacts que je peux subir. Euh, D'ailleurs, en ce qui concerne des différentes installations, autant extérieures que l'intérieur des bâtiments ou des logements, euh, on, moi, je suis devenue comme détecteur parce que mon corps est devenu électrosensible, électro-hypersensible. Est-ce qu'on peut Euh, s'arrêter aussi une seconde là-dessus? J'ai eu hier oui, un interviewé donc, de Canadien qui m'a dit qu'aux États-Unis, il n'y avait que 25% des victimes qui savaient qu'ils étaient victimes. Ils pensaient pour la plupart être électrosensibles. Mais moi, j'ai l'impression, je veux avoir votre avis, qu'un bon nombre de gens qui sont électrosensibles sont des gens qui ne veulent pas s'avouer qu'ils sont des individus ciblés. moi, je ne peux pas répondre pour toutes les électrosensibles. C'est leur ressenti, ce qu'ils vivent au quotidien. Pour moi, il y a une distinction entre l'électrosensibilité et être victime des armes. Parce que depuis un certain temps, j'ai remarqué que je ne peux pas rester, par exemple, dans une pièce où il y a trop de trop d'objets électriques, notamment
où il y a, vous savez, il y a des plafonds dans certains appartements ou maisons où il y a plusieurs ampoules au plafond. Euh, Dès qu'on coupe ces ampoules, je commence à respirer, je dirais ça comme ça. Mais dès qu'il y a quelques objets que, moi je dirais, en trop par rapport aux besoins, là, je me sens effectivement impactée très fortement, notamment quand je passe en ville et je m'approche d'une antenne, et elles sont nombreuses. Je commence à ressentir mon corps comme un détecteur. Même si je ne vois pas une antenne, je sais qu'elle est quelque part par là. Et si je cherche avec mes yeux où est-elle, je la vois effectivement juste à côté. Je ne peux pas rentrer dans certains magasins parce qu'ils ont installation Linky qui fonctionne à fond. Linky, on sait que travaille avec le Wi-Fi, ce qui est les ondes électromagnétiques, bien évidemment. Donc, bien souvent, je sors de ces magasins, je juste ne peux pas. Même dans les grandes surfaces, il y a les endroits lesquels je ne peux pas approcher parce que c'est là-bas qu'il y a les installations électriques. Donc, je fais mes courses ailleurs. Voilà. Mais effectivement, pour certaines personnes, euh, il y a cette électrosensibilité. Enfin, je suppose hein, qu'il y a certaines appréciations d'être électrosensibles tant qu'ils sont victimes des armes, mais je ne peux pas le confirmer. Je pense que ça existe. Soit ils ne veulent pas, soit ils ne perçoivent pas être victimes, ciblées. C'est vrai, mais ce que vous venez de décrire quand même, c'est une imprégnation électromagnétique diffuse, dont une partie vous est destinée, mais une partie est destinée à tout le public. C'est ça, c'est ça. Ma conception de dire que la population, d'une manière générale, est de plus en plus cuite à l'étouffer progressivement par l'électrosmog n'est pas contradictoire avec le fait que des gens comme vous soient attaqués, je dirais, par le haut avec une technologie quantitativement et qualitativement différente. Mais on voit bien qu'il y a un écrasement de la différence entre des individus ciblés comme vous, une population dite complètement normale. Il commence à y avoir une gamme de nuances de gris où on ne sait plus très bien si les individus sont volontairement ciblés ou si c'est un plan généralisé de zombification de la population. Euh, Vous savez, quand on n'a pas de preuves, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai pas de preuves pour dire ni l'un ni l'autre. Moi, je peux uniquement constater les certains faits. Donc, je ne peux pas affirmer de façon générale. Il y a les personnes qui sont ciblées volontairement, bien évidemment. Il y a même des listes et une association de défense de victimes qui s'appelle Targeted Justice, euh, où il y a les avocats qui travaillent, il y a les spécialistes qui consultent, etc. Euh, Ils affirment que effectivement, il y a une liste dite noire où les futures victimes sont inscrites. Et il y a, selon eux, euh, les enfants de bas âge. Pourquoi cibler les enfants de bas âge? Euh, Ils n'ont rien fait, ils viennent de naître. Mais on sait aussi qu'il y a les animaux qui sont ciblés de façon volontaire. C'était le cas de mon chien, par exemple. Il n'est plus en vie. Il était assassiné de façon hyper violente. Il était torturé d'abord, comme a dit une scientifique russe quand elle a connu ce dossier concernant mon chien. Il est tout petit. Euh, Elle a dit que ce chien est harcelé de la même manière que les êtres humains. Oui, mais enfin, Donc, Elena, vous avez compris que ces gens-là n'ont pas de morale. Donc pour eux, il faut qu'ils puissent tester les chiens, les enfants. Et quand je dis les enfants, ça rappelle un fonctionnement où ça commence par P et puis ça se termine par isme. Donc vous voyez bien qu'il y a de la psychotronie aussi, des agressions énergétiques.
sur les enfants, que c'est un projet global. Ceux qui ne comprennent pas que ce que vous vivez, ce que nous vivons tous, est un complot avec un grand C, ne peuvent pas donner une rationalité à l'ensemble, parce qu'on se dit, mais pourquoi on s'attaque à des enfants, pourquoi on s'attaque à des chiens, pourquoi on s'attaque à Elena? Non, c'est pas pour ça. C'est parce que c'est un plan global à 2030 et il ne s'en cache pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre rationalité, à mon avis. En même temps, ce sont les armes de destruction n'est pas que individuelle, mais massive. Il y a notamment un document, un traité qui a été écrit par un juriste russe qui propose réglementer ces armes, mais mieux carrément les interdire, autant la fabrication que le transport, que le déploiement, etc. Donc, tout est notifié dans ce document très, très détaillé sur plusieurs pages. Ce document a été envoyé en plusieurs structures, notamment à l'ONU, notamment au Conseil d'Europe, etc. Mais personne n'a signé, personne n'a fait le retour de ce document. Donc, il reste, n'est pas signé. Il n'y a aucune espèce de chance que ça soit signé. Euh, j'ai une forte impression, oui. Et je vous dirais même que s'il était signé, il ne serait pas respecté. Voilà, c'est tout. Si vous voulez, le génie est sorti de la bouteille, il n'y rentrera plus. Il me semble-t-il. Toutefois, cela ne dit pas que nous devrions rester sans rien faire. Nous devrions nous protéger nous-mêmes. Notre corps, c'est déjà ça. Protéger tout ce qui est autour de nous, euh, tout ce qui est autour de nous aussi, bien évidemment. Euh, en commençant par ça, en commençant par connaître le fond de ce sujet, peut-être au moins ça permettra un peu faire reculer tout ce qui nous installe, toutes ces technologies de façon forcée, comme c'était le cas en France, notamment avec Linky. On a plusieurs témoignages où les gens refusent, mais on les force à installer. Il y a même les citoyens qui partagent les témoignages en disant qu'ils étaient carrément menacés pour qu'ils installent le Linky. Donc, voyez-vous que c'est quand même paria tout cela, ce que nous vivons, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard, c'était quelque chose qui, Oui, notamment les c'est antennes ça. qui poussent comme une forêt. C'est un complot avec un grand C. Et il n'y a rien à faire, il faut le comprendre. Et ça s'inscrit dans un complot plus global de paupérisation de la société, d'attaques de type viral ou bactériologique sans arrêt. Et vous avez parlé également de l'environnement des ciblés. Ben, les gens qui défendent, par exemple, la personne qui vous parle, les individus ciblés, ben, sont ciblés à leur tour, hein, donc c'est très clair. Euh, je vous propose, Elena, de terminer cette émission en nous donnant ce qui vous semble être important et qui n'a pas été dit, tout ça pour garder le format d'à peu près 40-45 minutes. Donc je vous laisse la parole et puis nous nous quitterons peut-être temporairement. Euh, ce que je peux dire, vu que effectivement il y a ces deux mondes, le monde des êtres vivants, comme je l'appelle, et le monde des harceleurs, où il n'y a pas que des êtres vivants, bien évidemment, il y a des programmes électroniques, il y a certains robots sous toutes ces formes possibles. Il faut essayer de se protéger. Euh, on ne peut pas se protéger des calomnies. Moi, je suis victime des calomnies. Donc, les calomnies se dispersent de façon méthodique depuis des années autour des victimes. On sait très bien aussi que les harceleurs peuvent rentrer dans les appartements des victimes pour mettre la pagaille, pour voler quelque chose, pour notamment
mettre les pagailles et prendre les photos en soi disant que voilà, c'est la victime qui n'entretient pas son logement. C'était mon cas aussi, où je suis rentrée après 3 mois d'absence, étant à l'hôpital de français, et je suis retrouvée mon appartement en état dégueulasse. Ce n'est pas moi qui le fais, c'était fait par quelqu'un. Je retrouvais les choses cassées, jetées par terre, la saleté, etc. Mais toutefois, il faut essayer de se protéger d'une façon ou d'une autre, ne pas rester en retrait, communiquer avec d'autres personnes, raconter ce qui s'est passé. C'est vrai que dès qu'on signale une intrusion chez nous sans que la serrure a été cassée, tout de suite, les enquêteurs se posent les questions. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible, on n'enquête pas des choses comme ça parce qu'il n'y a pas de serrure cassée, donc on n'intervient pas. Mais dans mon cas, il y avait même la serrure cassée, mais personne n'est intervenu. Le coupable qui a fait ça, il a même reconnu les faits, mais le tribunal ne l'a pas condamné. Il a été laissé partir dans la nature. Pourquoi? Mais parce que c'est parmi eux, ils sont protégés les uns par les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens? Donc, laisser passer l'information, essayer quand même de prendre les mesures du champ électromagnétique chez soi. Si quelqu'un qui a de certaines douleurs, des maux de tête, de différents symptômes qui ne sont pas propres, par exemple, qui n'ont pas été présents auparavant, essayer de détecter qu'est-ce qui se passe. Moi, je suggère carrément faire détecter des bioimplants dans le corps, mais pas dans les hôpitaux, pas chez les médecins, pas chez les euh, police, gendarmes et tout cela. Ils ne sont pas là pour ça. Mais chez des spécialistes, peut-être intègres, même par soi-même, on peut le faire. Il y a des moyens parfois tout simples. Il n'est pas coûteux du tout. Avec tout Non, ce qu'on a sous la main, c'est on quand peut même toujours. très compliqué, vous savez, les implants, les bio-implants. Comme vous l'avez dit, Je sais, je sais, je sais. faut trouver un médecin intègre. Oui, oui, on peut trouver aussi Non, des non, 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 les médecins ne le font pas. Les médecins ne médecins. le font pas, je le constate. Les Voilà, c'est médecins tout. peuvent carrément envoyer en psychiatrie. Oui, tout à Surtout, fait, je tout à ne fait. Donc, suggère pas c'est aller chez les ça. médecins. Il faut être très prudent parce que la recherche d'abord des bio-implants, ça ne changera rien, à mon avis, parce que d'abord, on ne pourrait pas les enlever. Il y en a maintenant qui sont d'une taille inférieure au demi-millimètre, ils sont radiotransparents, ils peuvent travailler sans implant. Moi, je pense, là, je me sépare un peu de vous parce que, au contraire, vous allez risquer d'entrer dans un système de psychiatrisation redoutable dans lequel ils veulent vous glisser. Voilà. Elena, je vous propose d'en arrêter ici, peut-être temporairement, hein. Nous aurons l'occasion sans doute de nous réentendre. Une fois de plus, là où je partage votre avis, c'est que notre seule arme, c'est le témoignage et le témoignage. Et je reste persuadé, depuis 2 ans que je fais cette activité, qu'un certain nombre de choses commencent à passer dans le public. Voilà. Tout à fait, les gens commencent à s'intéresser. Euh, juste quelques exemples, notamment en Russie, les gens commencent à se réunir dans les groupes et vérifier pourquoi euh, on installe des différentes installations à l'entrée des écoles, à l'entrée des magasins, à l'entrée des métros, parce que c'est aussi sont les objets rayonnants. Et souvent, ils travaillent à des 60 Hertz, si je ne me trompe pas, ce qui est très nocif pour la santé. Donc, ils commencent à contrôler, ça s'appelle contrôle populaire, et ils ont le droit d'accès aux documents de ces objets électroniques qui sont placés à l'entrée, euh, mesurer, prendre les mesures avec les détecteurs, les documents, etc. Ils vont contrôler tout cela. Donc, les gens
depuis un moment quand même, on commençait à prendre conscience qu'il y a les trucs qui est quand même cloche, comme on dit en français. Mais aussi, les gens commencent à contrôler les antennes, notamment, qui sont parfois par deux, par trois en face d'un bâtiment où les gens tombent malades l'un après l'autre. Les gens aussi se réunissent pour manifester, pour désinstaller ces antennes. Donc, à partir du moment où les gens prennent conscience, c'est quand même plus simple ensuite à faire passer l'information dans les reportages, interviews, notamment aussi au hasard intègre, maintenant il faut dire ça aussi, etc., dans les écoles, mais même dans les hôpitaux, au cas où, si les médecins jamais ne sont pas au courant. Tout à fait, tout Voilà. à fait. C'est ce que je fais moi avec mes confrères. J'étais à l'ordre des médecins, je signalais que les armes à énergie dirigée existaient. C'est ce que je fais quand je vais voir les flics, hein, qui ne sont pas au courant. Tout à fait. Oui, moi j'ai eu la possibilité euh, de discuter avec les policiers qui sont au courant, euh, qui ont vu mes documents, ce que je leur ai envoyé, présenté. Le procureur aussi, pas dans ce département où je suis, ici c'est quelque chose. Hein. Personne ne veut entendre parler tout de suite la question de la psychiatrie, d'agression supplémentaire, etc. Par contre, dans l'autre département où j'habitais auparavant, oui, là-bas, les gens connaissent, pas tous, mais certains. Euh, et l'un qui m'a dit, par exemple, Elena, on a pris conscience que vous êtes victime d'un harcèlement genre Stasi, c'était plus technologique. Euh, mais nous, à notre place, on ne peut rien faire. Voilà ce qu'il m'a dit. Écoutez, Et j'étais oui, ravie de je faire vous ça. propose d'en arrêter là si vous voulez bien pour garder le format de l'émission. On mettra un certain nombre de choses de côté parce que vous avez beaucoup à dire et je propose dans un temps ultérieur qu'on se retrouve. En tout cas, je vous remercie une fois encore pour votre témoignage que nous avons pu aujourd'hui mener jusqu'au bout alors que nous avons été volontairement interrompus il y a quelques jours. Merci à vous, docteur Couvreur. Merci à tous ceux qui m'ont écouté, qui nous ont écoutés. Euh, et je souhaite une bonne continuation et prenez soin de vous. À vous aussi. Merci, Elena.